Bienvenue sur notre chaîne Murmure de minuit. Ici, ce sera votre portail vers l'inconnu. Abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne et activez la cloche pour ne jamais manquer nos histoires terrifiantes. Que votre voyage soit rempli de frissons. Je n'aurais jamais imaginé que mon dernier chapitre serait écrit dans les sables du Sahara. Pendant des années, j'ai consacré ma vie à l'histoire, à l'étude de l'ascension et de la chute des civilisations anciennes, des secrets cachés dans des tomes poussiéreux et des manuscrits obscurs. J'ai passé des décennies à donner des conférences sur les merveilles du passé, mais à mesure que la retraite s'approchait, un sentiment de vide s'est fait sentir. La salle de classe qui avait été mon royaume ressemblait maintenant à une prison, et l'idée de passer le reste de mes jours dans une solitude tranquille me remplissait d'effroi. J'avais besoin de quelque chose de plus, de quelque chose pour prouver que j'étais toujours en vie, encore capable de découverte. L'idée de traverser le Sahara était un rêve lointain, une curiosité académique qui persistait au fond de mon esprit. J'avais étudié le désert pendant des années, me penchant sur des récits d'anciennes routes commerciales, en particulier celles qui avaient été utilisées par les caravanes au XIIIe siècle. Cette route, perdue dans le temps, serait liée au commerce de l'or et des esclaves, un chemin caché qui pourrait réécrire l'histoire s'il était trouvé. Mon obsession a grandi jusqu'à ce qu'il devienne impossible de l'ignorer. Ce voyage, j'ai décidé, serait ma dernière contribution au monde, ma dernière grande aventure. Je me suis préparé méticuleusement. Cartes, coordonnées, images satellites, j'ai recueilli toutes les informations que j'ai pu trouver. Je savais que le désert était impitoyable et je ne pouvais pas me permettre de faire des erreurs. Mon équipement a été soigneusement choisi, un sac à dos solide, des pastilles de purification de l'eau, un appareil GPS et suffisamment de provisions pour tenir un mois. J'avais prévu d'éviter les routes touristiques très fréquentées, optant plutôt pour une expédition en solo qui m'emmènerait au cœur du Sahara, loin de la civilisation. Le voyage a commencé dans un sentiment d'exaltation. Le désert s'étendait devant moi, une mer de sable sans fin, sa beauté à la fois austère et terrifiante. Le silence était profond, rompu seulement par le craquement du sable sous mes bottes et les rafales de vent occasionnelles. J'ai marché tôt le matin et en fin d'après-midi, m'abritant du soleil brûlant de midi à l'ombre de la végétation clairsemée que je pouvais trouver. La nuit, le ciel était une tapisserie d'étoiles, plus vif que je n'en avais jamais vu auparavant. C'était comme si l'univers lui-même me guidait, me poussait à aller de l'avant. Les jours se sont transformés en semaines alors que je suivais l'ancienne route, chaque pas m'éloignant du monde que je connaissais. Je me suis habitué au rythme du désert, au sable mouvant et au jeu d'ombre et de lumière. Mais en m'aventurant plus profondément dans la nature, quelque chose a commencé à changer. Le désert, autrefois prévisible dans sa désolation, a commencé à révéler des choses qui n'auraient pas dû être là. Tout a commencé par de petites choses, des rochers aux formes étranges qui semblaient avoir été sculptés par des mains humaines, des vestiges de structures partiellement enfouies dans le sable. Au début, j'ai cru que j'étais tombé sur les ruines d'une ancienne colonie, quelque chose qui n'est mentionné dans aucun des textes que j'avais étudiés. Mais plus j'avançais, plus les découvertes devenaient étranges. Les ruines étaient plus intactes qu'elles n'auraient dû l'être, comme si elles n'avaient été abandonnées que récemment. Mais il n'y avait aucune trace d'une telle civilisation dans cette région. J'ai persévéré, poussé par la curiosité et un sentiment croissant de malaise. Mon esprit, qui avait toujours été mon plus grand atout, commença à vaciller. Le désert, avec sa chaleur implacable et sa monotonie, a commencé à me jouer des tours. J'ai vu des ombres scintiller à la limite de mon champ de vision, des silhouettes qui disparaissaient lorsque j'essayais de me concentrer sur elles. Je les ai considérées comme des hallucinations, le résultat de l'épuisement et de la déshydratation, mais elles ont persisté. J'ai commencé à sentir que j'étais observé, même si je savais que c'était impossible. Il n'y avait personne d'autre ici, seulement moi et le désert. Le tournant s'est produit un soir où je suis tombé sur quelque chose qui défiait toute logique. C'était une oasis, ou du moins c'est ce qu'elle semblait être. Une petite mare d'eau, entourée de palmiers,
l'air frais et parfumé avec le parfum de la végétation fraîche. C'était un spectacle si déplacé, si incongru avec le paysage aride que je ne pouvais pas en croire mes yeux. Je m'approchais prudemment, m'attendant à moitié à ce qu'ils disparaissent comme les mirages que j'avais vus auparavant. Mais ce n'est pas le cas. L'eau était réelle, fraîche au toucher, et les arbres fournissaient une ombre presque enivrante dans son soulagement du soleil implacable. J'ai bu profondément, l'eau rafraîchissante d'une manière que je n'avais pas connue depuis des jours. L'espace d'un instant, je me suis permis de croire que j'avais trouvé un havre de paix, un endroit où je pourrais me reposer et récupérer avant de poursuivre mon voyage. Mais à mesure que le soleil se couchait et que les ombres s'allongeaient, l'oasis a commencé à changer. L'eau, autrefois claire et accueillante, devint trouble, et les palmiers, si vibrants à la lumière du jour, commencèrent à se faner sous mes yeux. J'ai alors réalisé que cet endroit, cette oasis, n'était pas ce qu'il semblait être. La panique s'est installée alors que j'essayais de partir, de reprendre le chemin que j'avais suivi. Mais quelle que soit la direction que je prenais, je finissais toujours par revenir à l'oasis. C'était comme si le désert lui-même s'était retourné contre moi, me piégeant dans une boucle dont il n'y avait pas d'échappatoire. L'appareil GPS était inutile, les coordonnées n'arrêtaient pas de changer, sans aucun sens. J'ai commencé à tout remettre en question. Mes sens, ma santé mentale, même la réalité du monde qui m'entourait. Les jours passaient dans un flou de rêves fiévreux et de cauchemars éveillés. J'ai rationné ma nourriture et mon eau, mais ce n'était pas suffisant. La chaleur était insupportable et mon corps s'affaiblissait d'heure en heure. L'oasis, autrefois symbole d'espoir, était devenue une prison, un lieu de tourment dont je ne pouvais pas m'échapper. J'essayais de me calmer, de penser rationnellement, mais mon esprit s'évanouissait, consumé par la chaleur et l'isolement. Dans mon délire, j'ai commencé à avoir des visions, des visages dans le sable, des voix portées par le vent, des murmures des commerçants morts depuis longtemps qui avaient autrefois emprunté cette route. Ils m'ont parlé dans des langues que je ne comprenais pas. Leurs mots étaient remplis d'un sentiment d'urgence que je ne pouvais pas comprendre. Je savais que je perdais le contrôle de la réalité, mais je ne pouvais pas l'arrêter. Le désert me brisait, morceau par morceau, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que les restes d'un homme qui avait été Pierre Lefebvre. À un moment donné, je ne sais pas quand, j'ai renoncé à essayer de m'échapper. J'ai compris qu'il n'y avait pas d'issue, que le désert m'avait pris pour lui. Je n'étais plus un érudit, un historien. Je n'étais qu'une autre âme perdue, piégée dans un endroit qui existait quelque part entre la réalité et le cauchemar. Je me suis replié sur mon esprit, sur les souvenirs de mon passé, sur les conférences que j'avais données, sur les découvertes que j'avais faites. Si je ne pouvais pas m'échapper physiquement du désert, peut-être pourrais-je trouver refuge dans mes pensées, dans l'illusion qui était devenue ma réalité. Je ne me souviens pas de grand-chose après ça. Les jours et les nuits s'estompaient, la chaleur et la soif consumant le peu de force qui me restait. Et puis, d'une manière ou d'une autre, j'ai été retrouvé. Un groupe de nomades est tombé sur mon campement, mon corps à moitié enfoui dans le sable, mon esprit à peine accroché à la conscience. Ils m'ont emmené dans un village voisin où j'ai été traité pour une déshydratation sévère et un coup de chaleur. Les médecins ont dit que j'avais de la chance d'être en vie, mais je ne me sentais pas chanceux. Je me sentais vide, comme si une partie de moi avait été laissée derrière dans le désert, perdue à jamais dans cette maudite oasis. Quand j'ai essayé de leur raconter ce qui s'était passé à propos des ruines et de l'oasis, ils l'ont rejeté comme les délires d'un homme rendu fou par le désert. Ils ont dit que j'avais tout imaginé, que la chaleur m'avait fait halluciner, mais je sais ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu. Le désert m'a montré quelque chose qui dépasse la portée de la logique et de la raison, quelque chose que je ne comprendrai jamais complètement. Je suis rentré en France, mais je n'étais plus le même homme qui s'était lancé dans ce voyage. Le désert m'avait changé d'une manière que je ne pouvais pas expliquer. Je suis devenu un reclus, évitant le contact avec les autres, hanté par des souvenirs qui ne s'effaceraient pas. Les livres qui m'apportaient autrefois du réconfort me remplissaient maintenant d'effroi,
leurs pages chuchotant des secrets que je ne souhaitais plus découvrir. Mon esprit, autrefois vif et concentré, était devenu un labyrinthe d'ombre et de doute. J'ai essayé de rassembler les fragments de ma santé mentale, mais ils m'ont glissé entre les doigts comme des grains de sable. Je ne pouvais plus faire la distinction entre ce qui était réel et ce qui était imaginé, entre l'homme que j'avais été et la coquille vide que j'étais devenu. Le désert m'avait pris quelque chose de vital, et à sa place, il avait laissé un vide qui ne pourrait jamais être comblé. Je suis Pierre Lefebvre, mais je suis aussi quelque chose d'autre maintenant, un homme qui s'est aventuré trop loin, qui a cherché des réponses là où il ne devrait pas y en avoir. J'ai survécu au Sahara, mais je suis à jamais piégé dans son étreinte, l'esprit perdu dans les sables mouvants, à la recherche d'une oasis qui n'a jamais vraiment existé. Le désert de Mojave est un endroit impitoyable. C'est une vaste étendue de terre désolée qui peut amener un homme à douter de sa santé mentale, même un homme comme moi qui a passé la majeure partie de sa vie au volant. J'ai vu à peu près tout ce que la route a à offrir. Des blizzards dans les Rocheuses, un brouillard si épais sur la côte de l'Oregon qu'on ne peut pas voir son propre capot, et des tempêtes de pluie qui ont transformé les autoroutes en rivières. Mais rien ne m'avait préparé à ce que j'ai rencontré là-bas dans le Mojave. J'avais 55 ans quand c'est arrivé. Après 30 ans de camionnage, je commençais à sentir mon âge. Mon genou me causait des problèmes depuis des mois, depuis que j'avais glissé sur de la glace à un relais routier dans le Montana. Le médecin m'a dit que je devrais penser à prendre ma retraite, mais je n'étais pas prêt à lâcher prise. La route était ma vie. Il y avait quelque chose dans la solitude, les longues heures sans rien d'autre que mes pensées et le ronronnement du moteur, que je ne pouvais pas abandonner. Alors, quand le répartiteur a appelé avec un travail dont personne d'autre ne voulait, un transport à travers la Mojave avec un chargement de matières dangereuses, j'ai sauté sur l'occasion. C'était ma façon de me prouver que je l'avais toujours, que j'étais toujours le meilleur. La première partie du voyage s'est déroulée sans incident. J'ai quitté Barstow juste avant l'aube, le camion ronronnant sous moi alors que je me dirigeais vers le désert. Le soleil s'est levé, transformant le ciel d'un orange éclatant, et pendant un moment, je me suis rappelé pourquoi j'aimais cette vie. Le désert avait une beauté qui lui était propre, austère et vide, mais belle. La route s'étendait devant moi, droite comme une flèche, coupant à travers la vaste étendue de sable et de roches. Au fur et à mesure que la journée avançait, la chaleur devenait intense. J'ai gardé les fenêtres ouvertes et la clim a fonctionné, mais même à ce moment-là, le soleil semblait pénétrer dans la cabine, cuisant tout dans sa lumière. Au moment où le soleil a commencé à descendre sous l'horizon, j'attendais avec impatience la fraîcheur de la nuit. Je savais que le désert allait se refroidir. Mais, après la journée que j'avais eue, je l'ai accueilli. Il était environ minuit quand j'ai vu la voiture pour la première fois. Je conduisais depuis des heures, les phares fendant l'obscurité, quand j'ai repéré quelque chose devant moi. Une paire de feux de détresse clignotant sur le bord de la route. En m'approchant, j'ai vu qu'il s'agissait d'une vieille berline, probablement du début des années 80. Il était juste assis là, capot relevé, comme s'il avait été abandonné. J'ai ralenti, me demandant si je devais m'arrêter. Il y avait quelque chose dans la scène qui ne me convenait pas. Peut-être était-ce le fait que je n'avais pas vu d'autres voitures pendant des kilomètres, ou peut-être était-ce simplement l'isolement de l'endroit, mais mon instinct me disait de continuer. Mais ensuite, j'ai pensé à la personne qui pourrait être bloquée là-bas. Et si c'était une pauvre âme qui s'était effondrée au milieu du désert, à des kilomètres de toute aide, je ne pouvais pas simplement les laisser. Je me suis arrêté quelques yards devant la voiture et j'ai attrapé ma lampe de poche. Alors que je retournais vers la berline, le désert était étrangement silencieux. Pas de vent, pas de bruit du tout, sauf le crissement de mes bottes sur le gravier. « Allô ?» j'ai crié en m'approchant. « Quelqu'un là-bas ?» Pas de réponse. Je me suis approché, faisant briller la lumière dans la voiture. L'intérieur était vide, mais il n'avait pas l'air d'être abandonné depuis longtemps.
Il y avait un thermos dans le porte-gobelet et une veste drapée sur le siège passager. C'était comme si celui qui conduisait venait de sortir un instant et qu'il reviendrait d'une seconde à l'autre. Mais il n'y avait aucun signe de personne. J'ai fait briller la lumière autour de moi, scrutant le désert des deux côtés de la route. Rien. Un frisson me parcourut l'échine malgré la chaleur. J'avais l'impression d'être observé, mais il n'y avait personne. Juste le désert vide qui s'étend dans toutes les directions. J'ai rapidement fait demi-tour et je suis retourné à mon camion. En montant dans le taxi, je me suis dit que c'était juste mon imagination, juste le désert qui me jouait des tours. J'ai démarré le moteur et je me suis ramené sur la route, jetant un coup d'œil dans le rétroviseur pour voir la voiture s'estomper au loin. Je continuais ma route, essayant de me débarrasser du malaise qui s'était installé en moi. Mais environ 10 000 plus loin, j'ai remarqué quelque chose dans mon rétroviseur. Des phares. Ils étaient loin au début, juste quelques points de lumière à l'horizon. Mais au fur et à mesure que je conduisais, ils semblaient se rapprocher. Je n'arrêtais pas de regarder le rétroviseur, m'attendant à ce que la voiture me dépasse, mais ce n'est pas le cas. Il est resté là, à la même distance, me suivant. Je me suis dit que ce n'était rien, juste un autre conducteur sur la route. Mais quelque chose n'allait pas. Les lumières étaient trop fixes, trop constantes, comme si elles étaient verrouillées sur moi. J'ai accéléré, essayant de mettre un peu de distance entre nous, mais les phares ont suivi le rythme. J'ai ralenti, espérant qu'ils me contourneraient, mais ils ne l'ont pas fait. Ils restaient là, toujours à la même distance derrière moi. À présent, mes nerfs étaient à vif. J'ai essayé la CB, dans l'espoir d'entrer en contact avec un autre camionneur, ou même une voiture qui passait, mais tout ce que j'ai obtenu était statique. J'ai éteint et allumé les phares, essayant de faire signe à la voiture derrière moi, mais il n'y a pas eu de réponse. C'était comme si le conducteur n'était même pas là. J'ai décidé de m'arrêter et de laisser passer la voiture. Peut-être était-ce juste un touriste perdu ou un autre camionneur qui ne voulait pas être seul ici. Je me suis garé sur l'accotement, attendant que la voiture passe. Mais quand je me suis regardé dans le miroir, les phares avaient disparu. Je suis sorti du camion, regardant de haut en bas sur la route, mais il n'y avait rien. Pas de voiture, pas de lumière, juste l'autoroute vide qui s'étendait dans les deux sens. Je restais là un long moment, le silence du désert me pressant. Je commençais à me demander si j'avais imaginé tout cela quand je l'ai entendu. Un bourdonnement sourd comme le bruit d'un moteur. C'était faible au début, mais ça devenait plus fort. Je me suis retourné et c'était là. La voiture, la même vieille berline, assise au milieu de la route, à une 50aine de yards en arrière. Les phares étaient allumés, mais je ne voyais personne à l'intérieur. J'ai senti une sueur froide jaillir sur mon front. Ce n'était pas possible. Je venais de voir la voiture disparaître. J'ai attrapé ma lampe de poche dans la cabine, ma main tremblante lorsque j'ai cliqué dessus. Le faisceau de lumière traversa l'obscurité et atterrit sur la voiture. Le siège du conducteur était vide, mais j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. Une silhouette affalée sur le siège arrière, à peine visible dans l'obscurité. Je me suis approché, essayant de mieux voir. La silhouette ne bougea pas. J'ai levé la lampe de poche, je l'ai braquée à travers la fenêtre, et c'est là que je l'ai vu. Un homme, ou ce qui était autrefois un homme, assis sur la banquette arrière. Sa peau était sèche et rétrécie, ses yeux creux, comme s'il était mort depuis des semaines. Mais ce qui m'a vraiment touché, c'est l'odeur, ou plutôt l'absence d'odeur. Il n'y avait pas d'odeur, aucun signe de décomposition, comme si le corps avait été préservé dans la chaleur du désert. Je reculais en trébuchant, laissant tomber la lampe de poche dans ma hâte. Cela ne pouvait pas être réel. Je me suis retourné et j'ai couru vers mon camion, le cœur battant dans ma poitrine. J'ai claqué la porte et j'ai coincé la clé dans le contact, désespéré de m'échapper. En accélérant, j'ai jeté un coup d'œil dans le rétroviseur, m'attendant à moitié à voir la voiture me suivre à nouveau. Mais il n'y avait rien, juste la route vide derrière moi. J'ai roulé toute la nuit, poussant le camion aussi vite qu'il le pouvait. Mais je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que quelque chose était encore là, qui m'observait. Chaque fois que je me regardais dans le miroir, je m'attendais à moitié à voir ses phares,
ses yeux creux qui me fixaient. La route serpentait à travers le désert, les kilomètres s'étendaient à l'infini, jusqu'à ce que je ne sache plus où j'étais. Quelque part en cours de route, j'ai dû m'assoupir. La prochaine chose que j'ai su, c'est que le camion sortait de la route. Les pneus dérapaient dans le sable meuble. J'ai tiré sur le volant, essayant de reprendre la piste, mais il était trop tard. Le camion a fait une embardée, puis s'est arrêté, à moitié enterré dans le sable. J'ai essayé de faire marche arrière, de me libérer, mais les roues ont tourné inutilement. J'étais coincé. Je ne sais pas combien de temps je suis resté assis là, à regarder le tableau de bord, le désert s'étendant autour de moi dans toutes les directions. Je pouvais sentir la panique monter dans ma poitrine, la réalisation que j'étais seul ici, à des kilomètres de n'importe où, sans aucun moyen d'appeler à l'aide. Et puis je l'ai entendu à nouveau, ce bourdonnement sourd, le bruit d'un moteur qui se rapprochait. Je me suis regardé dans le miroir, et c'était là, la voiture qui se glissait derrière moi, comme si elle avait tout le temps du monde. Je pouvais voir les phares devenir de plus en plus brillants, plus proches, jusqu'à ce qu'ils remplissent la cabine d'une lumière aveuglante. Je fermais les yeux, essayant de le bloquer, mais la lumière semblait brûler à travers mes paupières, brûlant dans mon cerveau. Et puis, aussi soudainement qu'il a commencé, il a disparu. Quand j'ai ouvert les yeux, le soleil se levait. J'étais affalé sur le volant, les mains engourdies à force de le serrer si fort. La voiture avait disparu et le désert était redevenu silencieux, juste le vent chuchotant dans le sable. Je ne savais pas ce qui s'était passé, si c'était un cauchemar ou autre chose, quelque chose que je ne pouvais pas expliquer. Mais le camion était toujours coincé et je savais que je devais sortir de là. Il m'a fallu des heures à creuser et à jurer, mais j'ai finalement réussi à libérer le camion. Je suis sorti du désert aussi vite que possible, ne m'arrêtant pas avant d'atteindre la première station-service à la périphérie de Barstow. J'ai raconté au préposé ce qui s'était passé à propos de la voiture et du corps sur le siège arrière, mais il m'a regardé comme si j'étais fou. « Il n'y a rien là-bas », a-t-il dit en secouant la tête. « Rien que du sable et des rochers. Vous avez dû voir des choses, mais je sais ce que j'ai vu. Je le vois encore quand je ferme les yeux. Le visage creux, les yeux vides, la voiture qui m'a suivi dans la nuit. Et parfois, tard dans la nuit, quand je conduis seul, j'aperçois quelque chose dans le miroir. Une paire de phares, au loin, toujours là, toujours en train de regarder. Je suis Thomas Carter, 38 ans, un archéologue amateur avec peu d'expérience dans le domaine. Pendant des années, j'avais rêvé de découvrir quelque chose d'important, quelque chose qui m'élèverait au-delà de l'ombre des archéologues professionnels qui me regardaient souvent de haut. Ma chance s'est présentée lorsque je suis tombé sur une vieille carte, censée provenir d'une expédition française du XIXe siècle, faisant allusion à la tombe d'un pharaon perdu dans les coins reculés du désert du Sinaï. Poussé par l'ambition et le désir de faire mes preuves, je suis parti seul vers le Sinaï, une terre de sable sans fin et de mystères anciens. L'authenticité de la carte était douteuse, mais l'idée de découvrir une tombe d'une telle importance historique était trop séduisante pour être ignorée. Le frisson de la découverte l'emportait sur la prudence dont j'aurais dû faire preuve. Les premiers jours de mon expédition se sont déroulés sans heurts alors que je naviguais à travers le terrain impitoyable du désert. La carte m'a conduit à un affleurement rocheux où de faibles traces d'une structure enfouie sous les sables mouvants suggéraient que j'étais proche. Les signes étaient prometteurs, un pilier brisé ici, un fragment de poterie ancienne là. J'avais commencé à croire que ma chance tournait. Cependant, la fortune est souvent un ami inconstant. Sans avertissement, le ciel s'assombrit alors qu'une violente tempête de sable s'abattait. Les vents hurlaient comme les cris d'esprits anciens, et je me précipitais pour trouver un abri. Mon cœur s'est emballé lorsque j'ai repéré une grotte étroite, dont l'entrée était à peine visible à travers le sable tourbillonnant. J'ai plongé à l'intérieur, serrant mon équipement et espérant que la tempête passerait bientôt. Les heures se sont transformées en jours alors que je me blottissais dans la grotte, écoutant la fureur de la tempête frapper l'entrée. J'ai réussi à rester hydraté en rationnant mon eau,
mais l'obscurité claustrophobe et le vent hurlant ont érodé ma santé mentale. Finalement, la tempête s'est calmée, laissant un silence étrange dans son sillage. Je suis sorti prudemment, m'attendant à voir l'étendue de sable familière et la route que j'avais suivie. À ma grande horreur, le paysage s'était transformé. La grotte dans laquelle je m'étais réfugié semblait avoir été déplacée. Le terrain autour de moi était maintenant une étendue inconnue et surréaliste. Le sable semblait s'être déplacé d'une manière qui défiait la logique naturelle, créant un labyrinthe labyrinthique où j'étais désespérément désorienté. Mon cœur s'est serré quand j'ai réalisé que le désert était devenu une entité monstrueuse et vivante, se déplaçant et se déplaçant d'une manière que je ne pouvais pas comprendre. J'essayais de revenir sur mes pas, mais toutes les directions me ramenaient au même endroit. C'était comme si le désert lui-même jouait avec moi, déplaçant les sables sous mes pieds et créant un cycle sans fin de faux espoirs. L'épuisement s'est rapidement installé et ma détermination initiale a commencé à s'effriter. Chaque jour, j'errais, de plus en plus faible et désespéré. Mes provisions s'amenuisaient et le soleil implacable sapait mes forces. Les jours se sont estompés alors que je me débattais dans les sables mouvants, ma santé mentale s'effilochant à chaque pas. La poursuite, autrefois pleine d'espoir d'une grande découverte, s'était transformée en une lutte acharnée pour la survie. Le soleil implacable me brûlait la peau et le manque de nourriture et d'eau me laissait au bord du délire. Mes seuls compagnons étaient les murmures obsédants des vents du désert et le mirage moqueur et toujours présent de la tombe qui m'échappait. J'ai essayé de garder la notion du temps, mais le désert avait une façon d'effacer de telles trivialités. Mon désespoir grandissait à mesure que ma condition physique se détériorait. L'image autrefois claire du tombeau, mon billet pour la rédemption, est devenue une illusion cruelle, hantant mon esprit enfiévré. Je pouvais à peine me rappeler les détails de la carte ou pourquoi je m'étais aventuré si loin dans cette étendue inhospitalière. Après ce qui m'a semblé une éternité, je me suis effondré, incapable de continuer. Je me suis allongé dans le sable, acceptant la cruelle réalité que le désert m'avait emporté. Mes pensées sont devenues incohérentes alors que je succombais à l'épuisement écrasant. Je ne pouvais qu'espérer une fin rapide, plutôt que la mort lente et torturante qui semblait m'attendre. Miraculeusement, j'ai été découvert par un groupe de bédouins quelques jours plus tard. Leur arrivée a été une bouée de sauvetage dans mes heures les plus sombres. Ils m'ont offert de l'eau et un abri, leur présence contrastant fortement avec l'isolement que j'avais enduré. Mais alors même que je reprenais des forces, l'épreuve m'avait irrévocablement changé. La cruauté du désert avait laissé une marque plus profonde que n'importe quelle blessure physique. L'histoire que j'ai racontée de mon expérience a été accueillie avec scepticisme. Pour le monde extérieur, mon calvaire ressemblait à un conte fantastique, un fantasme délirant né de l'environnement hostile du désert. Mes affirmations d'un désert vivant, de sable mouvant et d'une tombe cachée ont été rejetées comme les divagations d'un homme poussé à la limite de la raison. Je suis revenu du désert brisé, hanté à jamais par l'échec de ma quête. Mon rêve de devenir un archéologue de renom a été brisé, et l'expérience m'a laissé une profonde méfiance envers le désert et moi-même. La poursuite qui avait commencé avec tant de promesses s'est terminée par une réalité désolée, un rappel brutal de la nature impitoyable de l'ambition et de l'environnement hostile du désert du Sinaï. Aujourd'hui, je reste à la maison, mes aventures se limitant au souvenir d'une poursuite perdue. Les dures leçons du désert me rappellent constamment ma place dans le monde, qui n'est plus que l'ombre de la gloire que j'ai autrefois recherchée. L'histoire de la tombe perdue reste enterrée, tout comme mes ambitions, sous les sables mouvants d'un désert impitoyable. Désert de Simpson, Australie, 2024. Je suis Emily Rogers, une voyageuse de 28 ans qui se lance dans un voyage au cœur du désert de Simpson, à la recherche de soi. La décision de s'aventurer seule dans l'un des environnements les plus difficiles de la planète n'était pas un choix impulsif. Il est né d'un profond sentiment d'inutilité qui me rongeait depuis des années. Je croyais que ce désert, avec son immense solitude et son immensité intimidante,
fournirait la clarté et la direction qui manquaient si désespérément à ma vie. En partant, j'ai ressenti un mélange d'exaltation et d'appréhension. Mon sac à dos était rempli de produits essentiels, quelques litres d'eau, de la nourriture à haute énergie, une carte et une boussole. J'avais beaucoup lu sur la survie dans le désert et je pensais que j'étais bien préparé. Ma confiance a été renforcée par la conviction que ma détermination et les connaissances que j'avais acquises me permettraient de m'en sortir. Les premiers jours ont été une épreuve d'endurance. Le désert m'a accueilli avec sa chaleur implacable et son vide expansif. Le ciel était d'un bleu éclatant et le soleil brillait impitoyablement, transformant le sable en fournaise. À chaque pas que je faisais, j'avais l'impression de patauger dans du verre en fusion, et ma réserve d'eau semblait diminuer plus vite que je ne l'avais prévu. Malgré les conditions oppressantes, j'ai persévéré, convaincu que j'étais au bord d'une révélation profonde. Le 4e jour, le frisson initial du voyage s'était estompé, remplacé par un sentiment de malaise rampant. La dureté du désert commençait à me peser. Ma peau était desséchée, mes lèvres se fendaient et la fatigue commençait à s'installer. Je commençais à me rendre compte que j'avais sous-estimé l'hostilité du désert. Mes réserves d'eau étaient alarmantes et chaque kilomètre semblait s'étendre à l'infini devant moi. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à ressentir quelque chose d'inhabituel. Au début, ce n'était qu'un sentiment vague, une sensation rongeante d'être observé. Je jetais un coup d'œil en arrière de temps en temps, m'attendant à voir un compagnon de voyage ou un signe d'activité humaine, mais il n'y avait rien. Au lieu de cela, j'ai vu des ombres à l'horizon, des formes faibles et indistinctes qui semblaient se déplacer et vaciller. Ils étaient toujours hors de portée, comme des mirages qui dansaient au bord de mon champ de vision. Le sentiment d'être suivi se renforçait à chaque heure qui passait. Je n'ai jamais pu distinguer de traits distincts de ces ombres, mais leur présence était indéniable. Ils semblaient se déplacer selon un schéma qui imitait le mien, s'attardant toujours à distance. C'était comme s'ils me regardaient, attendant quelque chose. Ma confiance a commencé à s'effriter sous le poids de cette paranoïa grandissante. J'ai essayé d'accélérer mon rythme, espérant distancer ce qui me suivait. Au fur et à mesure que les jours passaient, le désert commençait à jouer des tours cruels à mon esprit. Ma vision est devenue de plus en plus déformée par la chaleur et ma propre déshydratation croissante. Les ombres que j'avais vues au départ étaient maintenant plus définies, presque comme si elles prenaient une forme tangible. Ils semblaient se refermer sur moi, malgré mes tentatives désespérées de m'échapper. Mes pas devenaient chancelants et irréguliers, et la soif devenait insupportable. Les hallucinations ont commencé à brouiller la frontière entre la réalité et l'imagination. Les silhouettes que j'avais vues au loin semblaient maintenant se rapprocher. Je pouvais sentir leur présence plus intensément, comme s'ils étaient juste à côté de moi, bien que je n'ai jamais pu les apercevoir clairement. Mes appels à l'aide étaient avalés par le vaste vide du désert, et le silence oppressant était parfois ponctué par l'écho de ma propre voix affolée. La chaleur était implacable, et ma notion du temps est devenue un désordre chaotique. J'essayais de rester concentré sur mon chemin, mais chaque direction semblait me mener plus profondément dans l'emprise du désert. Je trébuchais maintenant, mes forces s'évanouissaient rapidement. Le désert, qui avait autrefois semblé être une vaste étendue d'opportunités et de découvertes de soi, était devenu un labyrinthe cruel dont il n'y avait pas d'échappatoire. Au moment où j'ai finalement succombé à l'épuisement, j'étais au bord de l'effondrement. Mon esprit était un tourbillon de peur et de confusion, et les ombres semblaient se refermer autour de moi, leur forme plus sinistre et menaçante que jamais. Les hallucinations étaient écrasantes et je ne pouvais plus faire la distinction entre le réel et l'imaginaire. Ma conscience vacillait, et le silence oppressant du désert devenait un vide qui engloutissait mes dernières forces. Ce n'est que quelques jours plus tard qu'un groupe de voyageurs est tombé sur moi. Ils m'ont trouvé inconscient et gravement déshydraté, une silhouette fantomatique allongée dans le sable impitoyable. Mes sauveteurs étaient un flou de visages inquiets lorsque je me suis réveillé dans un hôpital. L'environnement stérile de l'établissement médical
contrastant fortement avec le désert rigoureux que j'avais laissé derrière moi. On m'a dit que j'avais été retrouvé juste à temps et que sans intervention, j'aurais péri dans les bras du désert. Les figures qui m'avaient tourmenté n'ont jamais été retrouvées. Ce n'était rien de plus que le produit de mon esprit déshydraté, des manifestations de mes peurs les plus profondes et de l'impitoyable solitude du désert. Depuis, je suis retourné à la civilisation, mais l'ombre du désert plane au-dessus de moi, hantant chacun de mes pas. L'expérience m'a profondément changé. Je ne peux plus faire confiance à mes propres perceptions, et les fantômes du désert continuent de me suivre. Un rappel constant de la fragilité de l'esprit humain et de la nature cruelle du désert. La clarté que je cherchais m'échappait, remplacée par un sentiment envahissant d'effroi. La paix à laquelle j'aspirais a été éclipsée par une vigilance constante, une méfiance à l'égard de ce que je ne peux pas voir, mais dont je sais qu'il se cache toujours à la périphérie de ma vision. Le désert a laissé sa marque sur moi, et bien que j'ai survécu, je suis à jamais hanté par les ombres qui dansaient juste hors de portée dans le vaste vide du désert de Simpson. C'était censé être une retraite temporaire, un sanctuaire à l'abri des regards indiscrets et des flashs incessants de la presse. Mon nom est Alejandro Vargas, et à 45 ans, je me suis retrouvé dans une position où les ombres de mes actes passés menaçaient de me prendre au piège dans leur emprise implacable. Une peine de prison imminente menaçait mon emprisonnement pour fraude financière, et à chaque tic-tac de l'horloge, les murs semblaient se resserrer. Mon seul espoir était que mes avocats puissent me faire gagner un peu de temps, assez pour laver mon nom, ou au moins étouffer le scandale jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus étouffer ma carrière. Je me suis enfui vers le déserto de Atacama, une vaste étendue de néant aride qui s'étendait à perte de vue. Ce désert, avec sa chaleur torride et son silence oppressant, semblait être l'endroit idéal pour disparaître. J'avais sécurisé une petite cabane délabrée au bord d'un affleurement rocheux. L'endroit était si éloigné que je croyais qu'il était pratiquement invisible pour quiconque pouvait me chercher. J'étais loin de me douter que mon évasion se transformerait en quelque chose de bien plus insidieux. Les premiers jours dans la cabane ont été étrangement paisibles. La solitude m'a permis de me concentrer sur l'élaboration de stratégies pour mes prochains mouvements. Je passais mes journées à arpenter le paysage désolé, à comploter et à essayer de me convaincre que j'avais le contrôle. La nuit, cependant, la tranquillité était brisée par des bruits troublants. Le désert, que j'avais imaginé comme une étendue silencieuse, semblait s'animer après la tombée de la nuit. D'étranges bruits sourds et rythmés résonnaient dans la nuit, et j'étais tourmenté par la sensation constante d'être observé. Le silence oppressant entre ces sons était presque aussi troublant que les bruits eux-mêmes. Un soir, poussé par un mélange de curiosité et d'anxiété croissante, je me suis aventuré dehors pour enquêter sur la source de ces perturbations. Alors que je me promenais dans les sables désolés, je suis tombé sur ce qui semblait être les vestiges d'une ancienne expédition. Des outils rouillés et du matériel cassé étaient éparpillés, preuve d'une époque révolue. Mais ce sont les os qui m'ont le plus énervé. Ils étaient étrangement intacts, non altérés par le temps, mais encore trop récents pour appartenir à une époque ancienne. L'idée que ces restes soient récents était troublante, et un sentiment d'effroi rampant a commencé à me ronger. Au cours des jours suivants, le malaise s'est transformé en quelque chose de plus tangible. Des ombres ont commencé à former des formes à la limite de mon champ de vision, des silhouettes qui semblaient bouger quand je ne les regardais pas directement. Ils étaient insaisissables, s'élançant lorsque j'essayais de me concentrer sur eux. C'était comme si le désert lui-même était vivant et que ses personnages étaient ses habitants, m'observant silencieusement avec une intention malveillante. L'isolement et la chaleur accablante ont commencé à brouiller les lignes de la réalité, et mon esprit, autrefois vif et calculateur, a commencé à s'effilocher sur les bords. Les chiffres, si c'est bien ce qu'ils étaient, semblaient être partout. Je les voyais se déplacer au loin pour les voir disparaître lorsque j'essayais de m'approcher. Le désert, autrefois refuge, était devenu une prison, et j'en étais le captif.
Je ne pouvais plus faire la distinction entre le réel et l'imaginaire. Ma paranoïa grandissait chaque jour qui passait, et mes tentatives de rationaliser les ombres ne faisaient qu'approfondir ma terreur. Poussé au bord de la folie, j'ai décidé de partir. L'idée de s'échapper du désert est devenue une obsession. J'ai emballé le peu que j'avais, et je me suis mis en route pour trouver un moyen de retourner à la civilisation. Cependant, le désert qui semblait autrefois si vaste et ouvert ressemblait maintenant à un labyrinthe sans issue. Les silhouettes étaient maintenant une présence constante, leurs silhouettes hantant chaque dune et chaque ombre. Je sentais leurs yeux sur moi, leur rire silencieux dans les rafales de vent. Quelle que soit la direction que je prenais, j'avais l'impression de tourner en rond, perpétuellement piégé. Une nuit, alors que je grelottais dans la cabane, j'ai lancé un appel désespéré à l'aide. Ma voix n'était plus qu'un murmure, fissuré et brisé par des jours de peur et d'isolement. Lorsque les autorités sont arrivées, ce n'était pas avec le soulagement triomphant que j'avais imaginé, mais avec un profond sentiment de résignation. Ils me trouvèrent délirant et incohérent, trébuchant dans le désert, fulminant contre les figures qui m'avaient tourmenté. Je les ai suppliés de m'emmener, de m'emprisonner si nécessaire, juste pour échapper au cauchemar oppressant du désert. La transition vers la civilisation était désorientante. J'ai été retiré du désert et amené dans un endroit où les bruits de la ville étaient assourdissants après le silence sans fin des sables. La réalité de ma vie d'avant me semblait lointaine, presque onirique. Pourtant, malgré le confort d'un environnement familier, je ne pouvais pas échapper aux ombres qui me suivaient. Les figures du désert, que j'avais espéré laisser derrière moi, continuaient à me hanter. Je suis devenu un reclus, caché dans ma maison, incapable d'affronter le monde extérieur. J'étais convaincu que le désert avait encore un droit sur moi, que les silhouettes m'attendaient, se cachaient juste au-delà du voile de ma santé mentale. Ma vie, autrefois une existence structurée et ordonnée, avait été bouleversée par la folie implacable du désert. Je ne pouvais plus parler de ce qui m'était arrivé dans l'Atacama. Les souvenirs étaient trop douloureux, trop décousus et trop terrifiants pour être exprimés. J'ai dû vivre mes jours dans une prison que je m'étais imposée, l'ombre de l'homme que j'étais autrefois, marquée à jamais par les horreurs qui s'étaient déroulées au cœur du désert. Le monde avait évolué, mais je restais pris au piège d'un cauchemar dont je ne pourrais jamais vraiment me réveiller. Je n'aurais jamais imaginé que mon dernier chapitre serait écrit dans les sables du Sahara. Pendant des années, j'ai consacré ma vie à l'histoire, à l'étude de l'ascension et de la chute des civilisations anciennes, des secrets cachés dans des tomes poussiéreux et des manuscrits obscurs. J'ai passé des décennies à donner des conférences sur les merveilles du passé, mais à mesure que la retraite s'approchait, un sentiment de vide s'est fait sentir. La salle de classe qui avait été mon royaume ressemblait maintenant à une prison, et l'idée de passer le reste de mes jours dans une solitude tranquille me remplissait d'effroi. J'avais besoin de quelque chose de plus, de quelque chose pour prouver que j'étais toujours en vie, encore capable de découverte. L'idée de traverser le Sahara était un rêve lointain, une curiosité académique qui persistait au fond de mon esprit. J'avais étudié le désert pendant des années, me penchant sur des récits d'anciennes routes commerciales, en particulier celles qui avaient été utilisées par les caravanes au XIIIe siècle. Cette route, perdue dans le temps, serait liée au commerce de l'or et des esclaves, un chemin caché qui pourrait réécrire l'histoire s'il était trouvé. Mon obsession a grandi jusqu'à ce qu'il devienne impossible de l'ignorer. Ce voyage, j'ai décidé, serait ma dernière contribution au monde, ma dernière grande aventure. Je me suis préparé méticuleusement. Cartes, coordonnées, images satellites, j'ai recueilli toutes les informations que j'ai pu trouver. Je savais que le désert était impitoyable et je ne pouvais pas me permettre de faire des erreurs. Mon équipement a été soigneusement choisi, un sac à dos solide, des pastilles de purification de l'eau, un appareil GPS et suffisamment de provisions pour tenir un mois. J'avais prévu d'éviter les routes touristiques très fréquentées, optant plutôt pour une expédition en solo qui m'emmènerait au cœur du Sahara, loin de la civilisation.
Le voyage a commencé dans un sentiment d'exaltation. Le désert s'étendait devant moi, une mer de sable sans fin, sa beauté à la fois austère et terrifiante. Le silence était profond, rompu seulement par le craquement du sable sous mes bottes et les rafales de vent occasionnelles. J'ai marché tôt le matin et en fin d'après-midi, m'abritant du soleil brûlant de midi à l'ombre de la végétation clairsemée que je pouvais trouver. La nuit, le ciel était une tapisserie d'étoiles, plus vif que je n'en avais jamais vu auparavant. C'était comme si l'univers lui-même me guidait, me poussait à aller de l'avant. Les jours se sont transformés en semaines, alors que je suivais l'ancienne route, chaque pas m'éloignant du monde que je connaissais. Je me suis habitué au rythme du désert, au sable mouvant et au jeu d'ombre et de lumière. Mais en m'aventurant plus profondément dans la nature, quelque chose a commencé à changer. Le désert, autrefois prévisible dans sa désolation, a commencé à révéler des choses qui n'auraient pas dû être là. Tout a commencé par de petites choses, des rochers aux formes étranges qui semblaient avoir été sculptés par des mains humaines, des vestiges de structures partiellement enfouies dans le sable. Au début, j'ai cru que j'étais tombé sur les ruines d'une ancienne colonie, quelque chose qui n'est mentionné dans aucun des textes que j'avais étudiés. Mais plus j'avançais, plus les découvertes devenaient étranges. Les ruines étaient plus intactes qu'elles n'auraient dû l'être, comme si elles n'avaient été abandonnées que récemment. Mais il n'y avait aucune trace d'une telle civilisation dans cette région. J'ai persévéré, poussé par la curiosité et un sentiment croissant de malaise. Mon esprit, qui avait toujours été mon plus grand atout, commença à vaciller. Le désert, avec sa chaleur implacable et sa monotonie, a commencé à me jouer des tours. J'ai vu des ombres scintiller à la limite de mon champ de vision, des silhouettes qui disparaissaient lorsque j'essayais de me concentrer sur elles. Je les ai considérées comme des hallucinations, le résultat de l'épuisement et de la déshydratation, mais elles ont persisté. J'ai commencé à sentir que j'étais observé, même si je savais que c'était impossible. Il n'y avait personne d'autre ici, seulement moi et le désert. Le tournant s'est produit un soir où je suis tombé sur quelque chose qui défiait toute logique. C'était une oasis, ou du moins c'est ce qu'elle semblait être. Une petite mare d'eau, entourée de palmiers, l'air frais et parfumé avec le parfum de la végétation fraîche. C'était un spectacle si déplacé, si incongru avec le paysage aride que je ne pouvais pas en croire mes yeux. Je m'approchais prudemment, m'attendant à moitié à ce qu'ils disparaissent comme les mirages que j'avais vus auparavant. Mais ce n'est pas le cas. L'eau était réelle, fraîche au toucher, et les arbres fournissaient une ombre presque enivrante dans son soulagement du soleil implacable. J'ai bu profondément, l'eau rafraîchissante d'une manière que je n'avais pas connue depuis des jours. L'espace d'un instant, je me suis permis de croire que j'avais trouvé un havre de paix, un endroit où je pourrais me reposer et récupérer avant de poursuivre mon voyage. Mais à mesure que le soleil se couchait et que les ombres s'allongeaient, l'oasis a commencé à changer. L'eau, autrefois claire et accueillante, devint trouble, et les palmiers, si vibrants à la lumière du jour, commencèrent à se faner sous mes yeux. J'ai alors réalisé que cet endroit, cette oasis, n'était pas ce qu'il semblait être. La panique s'est installée alors que j'essayais de partir, de reprendre le chemin que j'avais suivi. Mais quelle que soit la direction que je prenais, je finissais toujours par revenir à l'oasis. C'était comme si le désert lui-même s'était retourné contre moi, me piégeant dans une boucle dont il n'y avait pas d'échappatoire. L'appareil GPS était inutile, les coordonnées n'arrêtaient pas de changer, sans aucun sens. J'ai commencé à tout remettre en question. Mes sens, ma santé mentale, même la réalité du monde qui m'entourait. Les jours passaient dans un flou de rêves fiévreux et de cauchemars éveillés. J'ai rationné ma nourriture et mon eau, mais ce n'était pas suffisant. La chaleur était insupportable et mon corps s'affaiblissait d'heure en heure. L'oasis, autrefois symbole d'espoir, était devenue une prison, un lieu de tourment dont je ne pouvais pas m'échapper. J'essayais de me calmer, de penser rationnellement, mais mon esprit s'évanouissait, consumé par la chaleur et l'isolement. Dans mon délire, j'ai commencé à avoir des visions, des visages dans le sable, des voix portées par le vent, des murmures des commerçants morts depuis longtemps qui avaient autrefois emprunté cette route.
Ils m'ont parlé dans des langues que je ne comprenais pas. Leurs mots étaient remplis d'un sentiment d'urgence que je ne pouvais pas comprendre. Je savais que je perdais le contrôle de la réalité, mais je ne pouvais pas l'arrêter. Le désert me brisait, morceau par morceau, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que les restes d'un homme qui avait été Pierre Lefebvre. À un moment donné, je ne sais pas quand, j'ai renoncé à essayer de m'échapper. J'ai compris qu'il n'y avait pas d'issue, que le désert m'avait pris pour lui. Je n'étais plus un érudit, un historien. Je n'étais qu'une autre âme perdue, piégée dans un endroit qui existait quelque part entre la réalité et le cauchemar. Je me suis replié sur mon esprit, sur les souvenirs de mon passé, sur les conférences que j'avais données, sur les découvertes que j'avais faites. Si je ne pouvais pas m'échapper physiquement du désert, peut-être pourrais-je trouver refuge dans mes pensées, dans l'illusion qui était devenue ma réalité. Je ne me souviens pas de grand-chose après ça. Les jours et les nuits s'estompaient, la chaleur et la soif consumant le peu de force qui me restait. Et puis, d'une manière ou d'une autre, j'ai été retrouvé. Un groupe de nomades est tombé sur mon campement, mon corps à moitié enfoui dans le sable, mon esprit à peine accroché à la conscience. Ils m'ont emmené dans un village voisin où j'ai été traité pour une déshydratation sévère et un coup de chaleur. Les médecins ont dit que j'avais de la chance d'être en vie, mais je ne me sentais pas chanceux. Je me sentais vide, comme si une partie de moi avait été laissée derrière dans le désert, perdue à jamais dans cette maudite oasis. Quand j'ai essayé de leur raconter ce qui s'était passé à propos des ruines et de l'oasis, ils l'ont rejeté comme les délires d'un homme rendu fou par le désert. Ils ont dit que j'avais tout imaginé, que la chaleur m'avait fait halluciner. Mais je sais ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu. Le désert m'a montré quelque chose qui dépasse la portée de la logique et de la raison, quelque chose que je ne comprendrai jamais complètement. Je suis rentré en France, mais je n'étais plus le même homme qui s'était lancé dans ce voyage. Le désert m'avait changé d'une manière que je ne pouvais pas expliquer. Je suis devenu un reclus, évitant le contact avec les autres, hanté par des souvenirs qui ne s'effaceraient pas. Les livres qui m'apportaient autrefois du réconfort me remplissaient maintenant d'effroi, leurs pages chuchotant des secrets que je ne souhaitais plus découvrir. Mon esprit, autrefois vif et concentré, était devenu un labyrinthe d'ombre et de doute. J'ai essayé de rassembler les fragments de ma santé mentale, mais ils m'ont glissé entre les doigts comme des grains de sable. Je ne pouvais plus faire la distinction entre ce qui était réel et ce qui était imaginé, entre l'homme que j'avais été et la coquille vide que j'étais devenu. Le désert m'avait pris quelque chose de vital, et à sa place, il avait laissé un vide qui ne pourrait jamais être comblé. Je suis Pierre Lefebvre, mais je suis aussi quelque chose d'autre maintenant, un homme qui s'est aventuré trop loin, qui a cherché des réponses là où il ne devrait pas y en avoir. J'ai survécu au Sahara, mais je suis à jamais piégé dans son étreinte, l'esprit perdu dans les sables mouvants, à la recherche d'une oasis qui n'a jamais vraiment existé. Le désert de Mojave est un endroit impitoyable. C'est une vaste étendue de terre désolée qui peut amener un homme à douter de sa santé mentale, même un homme comme moi qui a passé la majeure partie de sa vie au volant. J'ai vu à peu près tout ce que la route a à offrir. Des blizzards dans les Rocheuses, un brouillard si épais sur la côte de l'Oregon qu'on ne peut pas voir son propre capot, et des tempêtes de pluie qui ont transformé les autoroutes en rivières. Mais rien ne m'avait préparé à ce que j'ai rencontré là-bas dans le Mojave. J'avais 55 ans quand c'est arrivé. Après 30 ans de camionnage, je commençais à sentir mon âge. Mon genou me causait des problèmes depuis des mois, depuis que j'avais glissé sur de la glace à un relais routier dans le Montana. Le médecin m'a dit que je devrais penser à prendre ma retraite, mais je n'étais pas prêt à lâcher prise. La route était ma vie. Il y avait quelque chose dans la solitude, les longues heures sans rien d'autre que mes pensées et le ronronnement du moteur, que je ne pouvais pas abandonner. Alors, quand le répartiteur a appelé avec un travail dont personne d'autre ne voulait, un transport à travers la Mojave avec un chargement de matières dangereuses, j'ai sauté sur l'occasion. C'était ma façon de me prouver que je l'avais toujours,
que j'étais toujours le meilleur. La première partie du voyage s'est déroulée sans incident. J'ai quitté Barstow juste avant l'aube, le camion ronronnant sous moi alors que je me dirigeais vers le désert. Le soleil s'est levé, transformant le ciel d'un orange éclatant, et pendant un moment, je me suis rappelé pourquoi j'aimais cette vie. Le désert avait une beauté qui lui était propre, austère et vide, mais belle. La route s'étendait devant moi, droite comme une flèche, coupant à travers la vaste étendue de sable et de roches. Au fur et à mesure que la journée avançait, la chaleur devenait intense. J'ai gardé les fenêtres ouvertes et la clim a fonctionné, mais même à ce moment-là, le soleil semblait pénétrer dans la cabine, cuisant tout dans sa lumière. Au moment où le soleil a commencé à descendre sous l'horizon, j'attendais avec impatience la fraîcheur de la nuit. Je savais que le désert allait se refroidir. Mais, après la journée que j'avais eue, je l'ai accueilli. Il était environ minuit quand j'ai vu la voiture pour la première fois. Je conduisais depuis des heures, les phares fendant l'obscurité, quand j'ai repéré quelque chose devant moi. Une paire de feux de détresse clignotant sur le bord de la route. En m'approchant, j'ai vu qu'il s'agissait d'une vieille berline, probablement du début des années 80. Il était juste assis là, capot relevé, comme s'il avait été abandonné. J'ai ralenti, me demandant si je devais m'arrêter. Il y avait quelque chose dans la scène qui ne me convenait pas. Peut-être était-ce le fait que je n'avais pas vu d'autres voitures pendant des kilomètres, ou peut-être était-ce simplement l'isolement de l'endroit, mais mon instinct me disait de continuer. Mais ensuite, j'ai pensé à la personne qui pourrait être bloquée là-bas. Et si c'était une pauvre âme qui s'était effondrée au milieu du désert, à des kilomètres de toute aide, je ne pouvais pas simplement les laisser. Je me suis arrêté quelques yards devant la voiture et j'ai attrapé ma lampe de poche. Alors que je retournais vers la berline, le désert était étrangement silencieux. Pas de vent, pas de bruit du tout, sauf le crissement de mes bottes sur le gravier. « Allô ?» j'ai crié en m'approchant. « Quelqu'un là-bas ?» Pas de réponse. Je me suis approché, faisant briller la lumière dans la voiture. L'intérieur était vide, mais il n'avait pas l'air d'être abandonné depuis longtemps. Il y avait un thermos dans le porte-gobelet et une veste drapée sur le siège passager. C'était comme si celui qui conduisait venait de sortir un instant et qu'il reviendrait d'une seconde à l'autre. Mais il n'y avait aucun signe de personne. J'ai fait briller la lumière autour de moi, scrutant le désert des deux côtés de la route. Rien. Un frisson me parcourut l'échine malgré la chaleur. J'avais l'impression d'être observé, mais il n'y avait personne. Juste le désert vide qui s'étend dans toutes les directions. J'ai rapidement fait demi-tour et je suis retourné à mon camion. En montant dans le taxi, je me suis dit que c'était juste mon imagination, juste le désert qui me jouait des tours. J'ai démarré le moteur et je me suis ramené sur la route, jetant un coup d'œil dans le rétroviseur pour voir la voiture s'estomper au loin. Je continuais ma route, essayant de me débarrasser du malaise qui s'était installé en moi. Mais environ 10 000 plus loin, j'ai remarqué quelque chose dans mon rétroviseur. Des phares. Ils étaient loin au début, juste quelques points de lumière à l'horizon. Mais au fur et à mesure que je conduisais, ils semblaient se rapprocher. Je n'arrêtais pas de regarder le rétroviseur, m'attendant à ce que la voiture me dépasse, mais ce n'est pas le cas. Il est resté là, à la même distance, me suivant. Je me suis dit que ce n'était rien, juste un autre conducteur sur la route. Mais quelque chose n'allait pas. Les lumières étaient trop fixes, trop constantes, comme si elles étaient verrouillées sur moi. J'ai accéléré, essayant de mettre un peu de distance entre nous, mais les phares ont suivi le rythme. J'ai ralenti, espérant qu'ils me contourneraient, mais ils ne l'ont pas fait. Ils restaient là, toujours à la même distance derrière moi. À présent, mes nerfs étaient à vif. J'ai essayé la CB, dans l'espoir d'entrer en contact avec un autre camionneur, ou même une voiture qui passait, mais tout ce que j'ai obtenu était statique. J'ai éteint et allumé les phares, essayant de faire signe à la voiture derrière moi, mais il n'y a pas eu de réponse. C'était comme si le conducteur n'était même pas là. J'ai décidé de m'arrêter et de laisser passer la voiture. Peut-être était-ce juste un touriste perdu ou un autre camionneur qui ne voulait pas être seul ici. Je me suis garé sur l'accotement, attendant que la voiture passe.
Mais quand je me suis regardé dans le miroir, les phares avaient disparu. Je suis sorti du camion, regardant de haut en bas sur la route, mais il n'y avait rien. Pas de voiture, pas de lumière, juste l'autoroute vide qui s'étendait dans les deux sens. Je restais là un long moment, le silence du désert me pressant. Je commençais à me demander si j'avais imaginé tout cela quand je l'ai entendu. Un bourdonnement sourd comme le bruit d'un moteur. C'était faible au début, mais ça devenait plus fort. Je me suis retourné et c'était là, la voiture, la même vieille berline, assise au milieu de la route, à une 50aine de yards en arrière. Les phares étaient allumés, mais je ne voyais personne à l'intérieur. J'ai senti une sueur froide jaillir sur mon front. Ce n'était pas possible. Je venais de voir la voiture disparaître. J'ai attrapé ma lampe de poche dans la cabine, ma main tremblante lorsque j'ai cliqué dessus. Le faisceau de lumière traversa l'obscurité et atterrit sur la voiture. Le siège du conducteur était vide, mais j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. Une silhouette affalée sur le siège arrière, à peine visible dans l'obscurité. Je me suis approché, essayant de mieux voir. La silhouette ne bougea pas. J'ai levé la lampe de poche, je l'ai braquée à travers la fenêtre, et c'est là que je l'ai vu. Un homme, ou ce qui était autrefois un homme, assis sur la banquette arrière. Sa peau était sèche et rétrécie, ses yeux creux, comme s'il était mort depuis des semaines. Mais ce qui m'a vraiment touché, c'est l'odeur, ou plutôt l'absence d'odeur. Il n'y avait pas d'odeur, aucun signe de décomposition, comme si le corps avait été préservé dans la chaleur du désert. Je reculais en trébuchant, laissant tomber la lampe de poche dans ma hâte. Cela ne pouvait pas être réel. Je me suis retourné et j'ai couru vers mon camion, le cœur battant dans ma poitrine. J'ai claqué la porte et j'ai coincé la clé dans le contact, désespéré de m'échapper. En accélérant, j'ai jeté un coup d'œil dans le rétroviseur, m'attendant à moitié à voir la voiture me suivre à nouveau. Mais il n'y avait rien, juste la route vide derrière moi. J'ai roulé toute la nuit, poussant le camion aussi vite qu'il le pouvait. Mais je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que quelque chose était encore là, qui m'observait. Chaque fois que je me regardais dans le miroir, je m'attendais à moitié à voir ses phares, ses yeux creux qui me fixaient. La route serpentait à travers le désert, les kilomètres s'étendaient à l'infini, jusqu'à ce que je ne sache plus où j'étais. Quelque part en cours de route, j'ai dû m'assoupir. La prochaine chose que j'ai su, c'est que le camion sortait de la route. Les pneus dérapaient dans le sable meuble. J'ai tiré sur le volant, essayant de reprendre la piste, mais il était trop tard. Le camion a fait une embardée, puis s'est arrêté, à moitié enterré dans le sable. J'ai essayé de faire marche arrière, de me libérer, mais les roues ont tourné inutilement. J'étais coincé. Je ne sais pas combien de temps je suis resté assis là, à regarder le tableau de bord, le désert s'étendant autour de moi dans toutes les directions. Je pouvais sentir la panique monter dans ma poitrine, la réalisation que j'étais seul ici, à des kilomètres de n'importe où, sans aucun moyen d'appeler à l'aide. Et puis je l'ai entendu à nouveau, ce bourdonnement sourd, le bruit d'un moteur qui se rapprochait. Je me suis regardé dans le miroir, et c'était là, la voiture qui se glissait derrière moi, comme si elle avait tout le temps du monde. Je pouvais voir les phares devenir de plus en plus brillants, plus proches, jusqu'à ce qu'ils remplissent la cabine d'une lumière aveuglante. Je fermais les yeux, essayant de le bloquer, mais la lumière semblait brûler à travers mes paupières, brûlant dans mon cerveau. Et puis, aussi soudainement qu'il a commencé, il a disparu. Quand j'ai ouvert les yeux, le soleil se levait. J'étais affalé sur le volant, les mains engourdies à force de le serrer si fort. La voiture avait disparu et le désert était redevenu silencieux, juste le vent chuchotant dans le sable. Je ne savais pas ce qui s'était passé, si c'était un cauchemar ou autre chose, quelque chose que je ne pouvais pas expliquer. Mais le camion était toujours coincé et je savais que je devais sortir de là. Il m'a fallu des heures à creuser et à jurer, mais j'ai finalement réussi à libérer le camion. Je suis sorti du désert aussi vite que possible, ne m'arrêtant pas avant d'atteindre la première station-service à la périphérie de Barstow. J'ai raconté au préposé ce qui s'était passé à propos de la voiture et du corps sur le siège arrière, mais il m'a regardé comme si j'étais fou. « Il n'y a rien là-bas », a-t-il dit en secouant la tête. « Rien que du sable et des rochers.
Vous avez dû voir des choses, mais je sais ce que j'ai vu. Je le vois encore quand je ferme les yeux. Le visage creux, les yeux vides, la voiture qui m'a suivi dans la nuit. Et parfois, tard dans la nuit, quand je conduis seul, j'aperçois quelque chose dans le miroir. Une paire de phares, au loin, toujours là, toujours en train de regarder. Je suis Thomas Carter, 38 ans, un archéologue amateur avec peu d'expérience dans le domaine. Pendant des années, j'avais rêvé de découvrir quelque chose d'important, quelque chose qui m'élèverait au-delà de l'ombre des archéologues professionnels qui me regardaient souvent de haut. Ma chance s'est présentée lorsque je suis tombé sur une vieille carte censée provenir d'une expédition française du XIXe siècle, faisant allusion à la tombe d'un pharaon perdu dans les coins reculés du désert du Sinaï. Poussé par l'ambition et le désir de faire mes preuves, je suis parti seul vers le Sinaï, une terre de sable sans fin et de mystères anciens. L'authenticité de la carte était douteuse, mais l'idée de découvrir une tombe d'une telle importance historique était trop séduisante pour être ignorée. Le frisson de la découverte l'emportait sur la prudence dont j'aurais dû faire preuve. Les premiers jours de mon expédition se sont déroulés sans heurts alors que je naviguais à travers le terrain impitoyable du désert. La carte m'a conduit à un affleurement rocheux où de faibles traces d'une structure enfouie sous les sables mouvants suggéraient que j'étais proche. Les signes étaient prometteurs, un pilier brisé ici, un fragment de poterie ancienne là. J'avais commencé à croire que ma chance tournait. Cependant, la fortune est souvent un ami inconstant. Sans avertissement, le ciel s'assombrit alors qu'une violente tempête de sable s'abattait. Les vents hurlaient comme les cris d'esprits anciens, et je me précipitais pour trouver un abri. Mon cœur s'est emballé lorsque j'ai repéré une grotte étroite, dont l'entrée était à peine visible à travers le sable tourbillonnant. J'ai plongé à l'intérieur, serrant mon équipement et espérant que la tempête passerait bientôt. Les heures se sont transformées en jours alors que je me blottissais dans la grotte, écoutant la fureur de la tempête frapper l'entrée. J'ai réussi à rester hydraté en rationnant mon eau, mais l'obscurité claustrophobe et le vent hurlant ont érodé ma santé mentale. Finalement, la tempête s'est calmée, laissant un silence étrange dans son sillage. Je suis sorti prudemment, m'attendant à voir l'étendue de sable familière et la route que j'avais suivie. À ma grande horreur, le paysage s'était transformé. La grotte dans laquelle je m'étais réfugié semblait avoir été déplacée. Le terrain autour de moi était maintenant une étendue inconnue et surréaliste. Le sable semblait s'être déplacé d'une manière qui défiait la logique naturelle, créant un labyrinthe labyrinthique où j'étais désespérément désorienté. Mon cœur s'est serré quand j'ai réalisé que le désert était devenu une entité monstrueuse et vivante, se déplaçant d'une manière que je ne pouvais pas comprendre. J'essayais de revenir sur mes pas, mais toutes les directions me ramenaient au même endroit. C'était comme si le désert lui-même jouait avec moi, déplaçant les sables sous mes pieds et créant un cycle sans fin de faux espoirs. L'épuisement s'est rapidement installé et ma détermination initiale a commencé à s'effriter. Chaque jour, j'errais, de plus en plus faible et désespéré. Mes provisions s'amenuisaient et le soleil implacable sapait mes forces. Les jours se sont estompés alors que je me débattais dans les sables mouvants, ma santé mentale s'effilochant à chaque pas. La poursuite, autrefois pleine d'espoir d'une grande découverte, s'était transformée en une lutte acharnée pour la survie. Le soleil implacable me brûlait la peau et le manque de nourriture et d'eau me laissait au bord du délire. Mes seuls compagnons étaient les murmures obsédants des vents du désert et le mirage moqueur et toujours présent de la tombe qui m'échappait. J'ai essayé de garder la notion du temps, mais le désert avait une façon d'effacer de telles trivialités. Mon désespoir grandissait à mesure que ma condition physique se détériorait. L'image autrefois claire du tombeau, mon billet pour la rédemption, est devenue une illusion cruelle, hantant mon esprit enfiévré. Je pouvais à peine me rappeler les détails de la carte ou pourquoi je m'étais aventuré si loin dans cette étendue inhospitalière. Après ce qui m'a semblé une éternité, je me suis effondré, incapable de continuer. Je me suis allongé dans le sable, acceptant la cruelle réalité que le désert m'avait emporté.
Mes pensées sont devenues incohérentes alors que je succombais à l'épuisement écrasant. Je ne pouvais qu'espérer une fin rapide, plutôt que la mort lente et torturante qui semblait m'attendre. Miraculeusement, j'ai été découvert par un groupe de bédouins quelques jours plus tard. Leur arrivée a été une bouée de sauvetage dans mes heures les plus sombres. Ils m'ont offert de l'eau et un abri, leur présence contrastant fortement avec l'isolement que j'avais enduré. Mais alors même que je reprenais des forces, l'épreuve m'avait irrévocablement changé. La cruauté du désert avait laissé une marque plus profonde que n'importe quelle blessure physique. L'histoire que j'ai racontée de mon expérience a été accueillie avec scepticisme. Pour le monde extérieur, mon calvaire ressemblait à un conte fantastique, un fantasme délirant né de l'environnement hostile du désert. Mes affirmations d'un désert vivant, de sable mouvant et d'une tombe cachée ont été rejetées comme les divagations d'un homme poussé à la limite de la raison. Je suis revenu du désert brisé, hanté à jamais par l'échec de ma quête. Mon rêve de devenir un archéologue de renom a été brisé, et l'expérience m'a laissé une profonde méfiance envers le désert et moi-même. La poursuite qui avait commencé avec tant de promesses s'est terminée par une réalité désolée, un rappel brutal de la nature impitoyable de l'ambition et de l'environnement hostile du désert du Sinaï. Aujourd'hui, je reste à la maison, mes aventures se limitant au souvenir d'une poursuite perdue. Les dures leçons du désert me rappellent constamment ma place dans le monde, qui n'est plus que l'ombre de la gloire que j'ai autrefois recherchée. L'histoire de la tombe perdue reste enterrée, tout comme mes ambitions, sous les sables mouvants d'un désert impitoyable. Désert de Simpson, Australie, 2024. Je suis Emily Rogers, une voyageuse de 28 ans qui se lance dans un voyage au cœur du désert de Simpson, à la recherche de soi. La décision de s'aventurer seule dans l'un des environnements les plus difficiles de la planète n'était pas un choix impulsif. Il est né d'un profond sentiment d'inutilité qui me rongeait depuis des années. Je croyais que ce désert, avec son immense solitude et son immensité intimidante, fournirait la clarté et la direction qui manquaient si désespérément à ma vie. En partant, j'ai ressenti un mélange d'exaltation et d'appréhension. Mon sac à dos était rempli de produits essentiels, quelques litres d'eau, de la nourriture à haute énergie, une carte et une boussole. J'avais beaucoup lu sur la survie dans le désert et je pensais que j'étais bien préparé. Ma confiance a été renforcée par la conviction que ma détermination et les connaissances que j'avais acquises me permettraient de m'en sortir. Les premiers jours ont été une épreuve d'endurance. Le désert m'a accueilli avec sa chaleur implacable et son vide expansif. Le ciel était d'un bleu éclatant et le soleil brillait impitoyablement, transformant le sable en fournaise. À chaque pas que je faisais, j'avais l'impression de patauger dans du verre en fusion, et ma réserve d'eau semblait diminuer plus vite que je ne l'avais prévu. Malgré les conditions oppressantes, j'ai persévéré, convaincu que j'étais au bord d'une révélation profonde. Le 4e jour, le frisson initial du voyage s'était estompé, remplacé par un sentiment de malaise rampant. La dureté du désert commençait à me peser. Ma peau était desséchée, mes lèvres se fendaient et la fatigue commençait à s'installer. Je commençais à me rendre compte que j'avais sous-estimé l'hostilité du désert. Mes réserves d'eau étaient alarmantes et chaque kilomètre semblait s'étendre à l'infini devant moi. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à ressentir quelque chose d'inhabituel. Au début, ce n'était qu'un sentiment vague, une sensation rongeante d'être observé. Je jetais un coup d'œil en arrière de temps en temps, m'attendant à voir un compagnon de voyage ou un signe d'activité humaine, mais il n'y avait rien. Au lieu de cela, j'ai vu des ombres à l'horizon, des formes faibles et indistinctes qui semblaient se déplacer et vaciller. Ils étaient toujours hors de portée, comme des mirages qui dansaient au bord de mon champ de vision. Le sentiment d'être suivi se renforçait à chaque heure qui passait. Je n'ai jamais pu distinguer de traits distincts de ces ombres, mais leur présence était indéniable. Ils semblaient se déplacer selon un schéma qui imitait le mien, s'attardant toujours à distance. C'était comme s'ils me regardaient, attendant quelque chose. Ma confiance a commencé à s'effriter sous le poids de cette paranoïa grandissante.
J'ai essayé d'accélérer mon rythme, espérant distancer ce qui me suivait. Au fur et à mesure que les jours passaient, le désert commençait à jouer des tours cruels à mon esprit. Ma vision est devenue de plus en plus déformée par la chaleur et ma propre déshydratation croissante. Les ombres que j'avais vues au départ étaient maintenant plus définies, presque comme si elles prenaient une forme tangible. Ils semblaient se refermer sur moi, malgré mes tentatives désespérées de m'échapper. Mes pas devenaient chancelants et irréguliers, et la soif devenait insupportable. Les hallucinations ont commencé à brouiller la frontière entre la réalité et l'imagination. Les silhouettes que j'avais vues au loin semblaient maintenant se rapprocher. Je pouvais sentir leur présence plus intensément, comme s'ils étaient juste à côté de moi, bien que je n'ai jamais pu les apercevoir clairement. Mes appels à l'aide étaient avalés par le vaste vide du désert, et le silence oppressant était parfois ponctué par l'écho de ma propre voix affolée. La chaleur était implacable, et ma notion du temps est devenue un désordre chaotique. J'essayais de rester concentré sur mon chemin, mais chaque direction semblait me mener plus profondément dans l'emprise du désert. Je trébuchais maintenant, mes forces s'évanouissaient rapidement. Le désert, qui avait autrefois semblé être une vaste étendue d'opportunités et de découverte de soi, était devenu un labyrinthe cruel dont il n'y avait pas d'échappatoire. Au moment où j'ai finalement succombé à l'épuisement, j'étais au bord de l'effondrement. Mon esprit était un tourbillon de peur et de confusion, et les ombres semblaient se refermer autour de moi, leur forme plus sinistre et menaçante que jamais. Les hallucinations étaient écrasantes et je ne pouvais plus faire la distinction entre le réel et l'imaginaire. Ma conscience vacillait, et le silence oppressant du désert devenait un vide qui engloutissait mes dernières forces. Ce n'est que quelques jours plus tard qu'un groupe de voyageurs est tombé sur moi. Ils m'ont trouvé inconscient et gravement déshydraté, une silhouette fantomatique allongée dans le sable impitoyable. Mes sauveteurs étaient un flou de visages inquiets lorsque je me suis réveillé dans un hôpital, l'environnement stérile de l'établissement médical contrastant fortement avec le désert rigoureux que j'avais laissé derrière moi. On m'a dit que j'avais été retrouvé juste à temps et que sans intervention, j'aurais péri dans les bras du désert. Les figures qui m'avaient tourmenté n'ont jamais été retrouvées. Ce n'était rien de plus que le produit de mon esprit déshydraté, des manifestations de mes peurs les plus profondes et de l'impitoyable solitude du désert. Depuis, je suis retourné à la civilisation, mais l'ombre du désert plane au-dessus de moi, hantant chacun de mes pas. L'expérience m'a profondément changé. Je ne peux plus faire confiance à mes propres perceptions, et les fantômes du désert continuent de me suivre. Un rappel constant de la fragilité de l'esprit humain et de la nature cruelle du désert. La clarté que je cherchais m'échappait, remplacée par un sentiment envahissant d'effroi. La paix à laquelle j'aspirais a été éclipsée par une vigilance constante, une méfiance à l'égard de ce que je ne peux pas voir, mais dont je sais qu'il se cache toujours à la périphérie de ma vision. Le désert a laissé sa marque sur moi, et bien que j'ai survécu, je suis à jamais hanté par les ombres qui dansaient juste hors de portée dans le vaste vide du désert de Simpson. C'était censé être une retraite temporaire, un sanctuaire à l'abri des regards indiscrets et des flashs incessants de la presse. Mon nom est Alejandro Vargas, et à 45 ans, je me suis retrouvé dans une position où les ombres de mes actes passés menaçaient de me prendre au piège dans leur emprise implacable. Une peine de prison imminente menaçait mon emprisonnement pour fraude financière, et à chaque tic-tac de l'horloge, les murs semblaient se resserrer. Mon seul espoir était que mes avocats puissent me faire gagner un peu de temps, assez pour laver mon nom, ou au moins étouffer le scandale jusqu'à ce qu'il ne puisse plus étouffer ma carrière. Je me suis enfui vers le déserto de Atacama, une vaste étendue de néant aride qui s'étendait à perte de vue. Ce désert, avec sa chaleur torride et son silence oppressant, semblait être l'endroit idéal pour disparaître. J'avais sécurisé une petite cabane délabrée au bord d'un affleurement rocheux. L'endroit était si éloigné que je croyais qu'il était pratiquement invisible pour quiconque pouvait me chercher.
J'étais loin de me douter que mon évasion se transformerait en quelque chose de bien plus insidieux. Les premiers jours dans la cabane ont été étrangement paisibles. La solitude m'a permis de me concentrer sur l'élaboration de stratégies pour mes prochains mouvements. Je passais mes journées à arpenter le paysage désolé, à comploter et à essayer de me convaincre que j'avais le contrôle. La nuit, cependant, la tranquillité était brisée par des bruits troublants. Le désert, que j'avais imaginé comme une étendue silencieuse, semblait s'animer après la tombée de la nuit. D'étranges bruits sourds et rythmés résonnaient dans la nuit, et j'étais tourmenté par la sensation constante d'être observé. Le silence oppressant entre ces sons était presque aussi troublant que les bruits eux-mêmes. Un soir, poussé par un mélange de curiosité et d'anxiété croissante, je me suis aventuré dehors pour enquêter sur la source de ces perturbations. Alors que je me promenais dans les sables désolés, je suis tombé sur ce qui semblait être les vestiges d'une ancienne expédition. Des outils rouillés et du matériel cassé étaient éparpillés, preuve d'une époque révolue. Mais ce sont les os qui m'ont le plus énervé. Ils étaient étrangement intacts, non altérés par le temps, mais encore trop récents pour appartenir à une époque ancienne. L'idée que ces restes soient récents était troublante, et un sentiment d'effroi rampant a commencé à me ronger. Au cours des jours suivants, le malaise s'est transformé en quelque chose de plus tangible. Des ombres ont commencé à former des formes à la limite de mon champ de vision, des silhouettes qui semblaient bouger quand je ne les regardais pas directement. Ils étaient insaisissables, s'élançant lorsque j'essayais de me concentrer sur eux. C'était comme si le désert lui-même était vivant et que ces personnages étaient ses habitants, m'observant silencieusement avec une intention malveillante. L'isolement et la chaleur accablante ont commencé à brouiller les lignes de la réalité, et mon esprit, autrefois vif et calculateur, a commencé à s'effilocher sur les bords. Les chiffres, si c'est bien ce qu'ils étaient, semblaient être partout. Je les voyais se déplacer au loin pour les voir disparaître lorsque j'essayais de m'approcher. Le désert, autrefois refuge, était devenu une prison, et j'en étais le captif. Je ne pouvais plus faire la distinction entre le réel et l'imaginaire. Ma paranoïa grandissait chaque jour qui passait, et mes tentatives de rationaliser les ombres ne faisaient qu'approfondir ma terreur. Poussé au bord de la folie, j'ai décidé de partir. L'idée de s'échapper du désert est devenue une obsession. J'ai emballé le peu que j'avais, et je me suis mis en route pour trouver un moyen de retourner à la civilisation. Cependant, le désert qui semblait autrefois si vaste et ouvert ressemblait maintenant à un labyrinthe sans issue. Les silhouettes étaient maintenant une présence constante, leurs silhouettes hantant chaque dune et chaque ombre. Je sentais leurs yeux sur moi, leur rire silencieux dans les rafales de vent. Quelle que soit la direction que je prenais, j'avais l'impression de tourner en rond, perpétuellement piégé. Une nuit, alors que je grelottais dans la cabane, j'ai lancé un appel désespéré à l'aide. Ma voix n'était plus qu'un murmure, fissuré et brisé par des jours de peur et d'isolement. Lorsque les autorités sont arrivées, ce n'était pas avec le soulagement triomphant que j'avais imaginé, mais avec un profond sentiment de résignation. Ils me trouvèrent, délirant et incohérent, trébuchant dans le désert, fulminant contre les figures qui m'avaient tourmenté. Je les ai suppliés de m'emmener, de m'emprisonner si nécessaire, juste pour échapper au cauchemar oppressant du désert. La transition vers la civilisation était désorientante. J'ai été retiré du désert et amené dans un endroit où les bruits de la ville étaient assourdissants après le silence sans fin des sables. La réalité de ma vie d'avant me semblait lointaine, presque onirique. Pourtant, malgré le confort d'un environnement familier, je ne pouvais pas échapper aux ombres qui me suivaient. Les figures du désert, que j'avais espéré laisser derrière moi, continuaient à me hanter. Je suis devenu un reclus, caché dans ma maison, incapable d'affronter le monde extérieur. J'étais convaincu que le désert avait encore un droit sur moi, que les silhouettes m'attendaient, se cachaient juste au-delà du voile de ma santé mentale. Ma vie, autrefois une existence structurée et ordonnée, avait été bouleversée par la folie implacable du désert. Je ne pouvais plus parler de ce qui m'était arrivé dans l'Atacama. Les souvenirs étaient trop douloureux, trop décousus et trop terrifiants pour être exprimés.
J'ai dû vivre mes jours dans une prison que je m'étais imposée, l'ombre de l'homme que j'étais autrefois, marqué à jamais par les horreurs qui s'étaient déroulées au cœur du désert. Le monde avait évolué, mais je restais pris au piège d'un cauchemar dont je ne pourrais jamais vraiment me réveiller.